Si tu es fauché, viens juste. Ne t'embête pas à apporter des cadeaux bon marché. C'est ce que mon père a dit au moment où il a ouvert le cadeau d'anniversaire que je lui avais offert il y a 12 ans. Juste parce qu'il coûtait moins de 100 $. Et c'est à cause de ce cadeau que j'ai commencé à voir la vraie nature des gens que j'appelais autrefois ma famille. J'avais l'habitude de croire que, tant que j'étais sincère, même un petit cadeau serait apprécié. Mais je me trompais. Puis, 12 ans plus tard, le destin nous a réunis. Mais cette fois, il n'y avait pas de cadeau. Au lieu de cela, nous nous sommes affrontés dans une bataille juridique froide. Je vous invite à suivre mon histoire et à me dire si j'avais raison ou tort de poursuivre mes parents, ceux-là même qui m'ont donné la vie pour protéger ce que j'ai travaillé si dur à construire au fil des ans. Bonjour, je m'appelle Adam Whitmore. J'ai 35 ans et je suis actuellement PDG d'une entreprise de technologie médicale basée à Boston, Massachusetts. Ma journée commence à 5 heures précises. Je passe généralement environ 40 minutes à faire du jogging autour de Beacon Hill pendant que la ville est encore à moitié endormie, puis je vais dans mon café habituel avant de me rendre au bureau. Le soir, j'aime aider ma femme, Emma, dans la cuisine pendant que nous préparons le dîner ensemble. Elle est une excellente cuisinière, moi, je suis celui qui fait la vaisselle. Et le soir, notre famille prend toujours le temps d'être ensemble. Parfois, nous planifions nos prochaines vacances, d'autres fois, nous discutons avec nos deux petites princesses, Ava, 8 ans, et Sophia, 4 ans, sur le fait de cacher des jouets dans la machine à laver ou de gribouiller sur les murs du salon. Je suis quelqu'un qui accorde une grande importance à la famille. Pour moi, ma femme et mes filles font partie de mon identité. Chaque fois que quelqu'un me pose des questions à leur sujet, je suis vite à sortir des photos et à raconter des histoires, comme si je présentais fièrement mes plus grandes réussites. Mais si quelqu'un me pose des questions sur mes parents, je change généralement de sujet. Et si je n'ai pas le choix de répondre, je dis « Oh, ils vivent dans un autre état. » Rien de spécial. Ce n'est pas parce que j'ai oublié, et ce n'est pas parce qu'ils sont décédés. C'est parce que, depuis le jour où ils ont jeté mon cadeau d'anniversaire par terre et l'ont qualifié de bon marché, dans mon cœur, ils ont cessé d'être mes parents. Cela fait plus de 12 ans depuis ce jour, mais je me souviens de chaque détail comme si cela s'était passé hier. Je me souviens très clairement du jour où j'ai décidé de rompre les liens avec eux. C'était un après-midi d'octobre, et le ciel au-dessus de Charlotte était exceptionnellement gris. Il n'y avait pas de pluie, seulement des nuages lourds et sombres. J'avais 23 ans à l'époque, fraîchement sorti de l'université et lançant une start-up avec un ami proche à Boston. Je gagnais environ 2500 $ par mois à l'époque, ce qui était assez décent en 2012. Cela signifiait que je n'avais plus besoin d'emprunter de l'argent à des amis, et je pouvais même mettre un peu de côté pour l'épargne. Ce jour-là a marqué le 50e anniversaire de mon père, un événement important pour tout homme. Je n'avais reçu aucune invitation, aucun message, aucun appel téléphonique, pas un seul mot à propos de l'occasion. Mais lors d'une brève conversation téléphonique, mon frère aîné, Jordan, il a 4 ans de plus que moi, a mentionné par hasard à quel point papa était excité. Il avait planifié la fête depuis plus d'1 mois, invitant des amis proches, des voisins et de la famille. J'ai donc décidé d'y aller. Non pas pour faire une déclaration, j'ai juste senti que je devais être là, même si je n'avais pas été formellement invité. J'étais toujours son fils. Je croyais vraiment que le simple fait de me présenter le rendrait heureux, qu'il le rendrait fier, ou du moins, réchaufferait son cœur. Le 50e anniversaire de mon père tombait un week-end, ce qui, heureusement, correspondait à mon temps libre. Après près de 2 heures de vol, j'ai atterri à l'aéroport international Charlotte-Douglas vers 9h30. Immédiatement après avoir récupéré mes bagages, j'ai pris un taxi et je suis resté tranquillement assis pendant tout le trajet jusqu'à la maison. Alors que la voiture tournait dans la rue familière menant à notre ancien quartier, j'ai senti un étrange poids tomber dans mon estomac, un sentiment à la fois étranger et familier, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je suis arrivé à la maison vers 10h30. La cour avant était déjà pleine de voitures, probablement remplies d'amis proches et de parents de mon père. J'ai relevé mon col et j'ai traversé la porte sans attirer l'attention de personne. La première personne à me voir a été ma mère. Elle s'est figée une seconde, un éclair de surprise a traversé son visage, puis s'est rapidement estompé dans son calme habituel. « Oh, Adam » a-t-elle dit platement, comme si elle venait de croiser une vieille connaissance à l'épicerie. Pendant qu'elle s'occupait de la fête, mon père discutait avec quelqu'un au bout du couloir. Quand il m'a vu, il a fait un léger signe de tête, pas de sourire, pas de salut, aucun signe de joie. Quelques parents se sont tournés pour me regarder,
offrant des signes de tête polis par courtoisie sociale. Puis j'ai vu Jordan, mon frère aîné, déjà là, tenant une tasse de café près du canapé. Quand il m'a remarqué, il a souri narquoisement et a dit « Alors tu pouvais te permettre le vol pour une fête d'anniversaire ?» Impressionnant. J'ai juste fait un léger sourire et je n'ai rien répondu. L'atmosphère à l'intérieur de la maison n'était rien de ce que j'avais imaginé. Il n'y avait pas de regard chaleureux, pas de câlin de bienvenue. Je me sentais comme un étranger dans la maison de ma propre famille. Et à ce moment-là, debout dans la maison où j'ai grandi, avec une montre soigneusement emballée dans ma poche de manteau, j'ai commencé à réaliser que j'avais fait une erreur en revenant ce jour-là. Environ une demi-heure après mon arrivée, il était temps de souffler les bougies. Toute la pièce a chanté « Joyeux anniversaire », certains sur le rythme, d'autres applaudissant sans beaucoup de rythme. Je me tenais à l'arrière, les mains dans les poches, arborant un léger sourire comme un invité distant à une fête à laquelle je n'appartenais pas vraiment. Puis vint l'ouverture des cadeaux. Tout le monde s'est rassemblé autour de la table centrale, hautement empilée de cadeaux emballés de toutes formes et de toutes tailles. Mon père, l'air grisé comme un enfant dans un magasin de jouets, a attrapé la plus grande boîte. « Voyons ce que Jordan m'a offert », a-t-il dit, ouvrant le cadeau de mon frère. À l'intérieur se trouvait un ensemble de matériel de pêche haut de gamme, soigneusement rangé dans un élégant étui d'aspect coûteux. Il ne pouvait pas cacher son excitation alors qu'il se tournait vers Jordan et disait « Merci, fils. Tu es vraiment la fierté de la famille Whitmore. » La pièce a éclaté de rire et de marques d'approbation, quelqu'un a même tapé Jordan dans le dos. Il a simplement fait un sourire narquois, du genre qui dit qu'il savait qu'il gagnerait la faveur. Un par un, les autres cadeaux ont été déballés, chemises boutonnées, bouteilles de whisky, billets pour un match à venir. Chacun a été accueilli par les réponses standards de mon père, c'est génial. J'adore. Parfait. Puis vint le moment de mon cadeau. Il a pris la boîte et a regardé le nom sur l'étiquette. Puis il a ri sec et moqueur. Eh bien, voyons ce que la déception de la famille Whitmore a apporté. Je me suis figé. Il a ouvert la boîte et a sorti la montre que je lui avais fait faire sur mesure, son nom et sa date de naissance gravés au dos. Il l'a retournée plusieurs fois dans sa main et a légèrement hoché la tête. Pas mal. Quoi? 300 $ peut-être? Avant que je puisse répondre, Jordan a interrompu avec un sourire narquois, ce truc ressemble à une contrefaçon à 20 $. Des trucs bon marché, on le voit. J'ai entendu le faible grondement de rire derrière moi, puis j'ai vu le visage de mon père changer au commentaire de Jordan. Il n'a rien dit. J'ai juste refermé la boîte, je l'ai mise de côté et j'ai marmonné, dûment noté. Pendant une brève seconde, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, non pas parce qu'il l'a loué, il ne l'a pas fait, mais parce que j'ai pensé qu'il l'avait peut-être accepté, peut-être que rentrer à la maison n'était pas une erreur totale. Mais ensuite, il m'a regardé droit dans les yeux, sa voix a coupé le silence de la pièce comme une lame, si tu es fauché, viens juste. Ne t'embête pas à apporter des cadeaux bon marché. Immédiatement après avoir dit cela, la pièce est tombée complètement silencieuse. Personne n'a dit un mot. J'ai regardé autour de moi, certaines personnes ont baissé les yeux sur le gâteau dans leurs assiettes, d'autres ont détourné le regard, faisant semblant de ne pas remarquer. Quelques secondes se sont écoulées. Ma fierté ne m'a pas permis de rester silencieux, et j'ai finalement parlé, ma voix tremblant de colère, « De quoi parlez-vous ? Si j'avais su à quel point vous me méprisez, je ne serais jamais venu. » Il a brusquement tourné la tête vers moi, stupéfait que j'ose lui répondre. Puis, avec un mépris glacial dans la voix, il a rétorqué, « Je ne t'ai pas demandé de venir. Tu t'es traîné ici par toi-même. » Cette phrase m'a frappé comme une gifle, devant près de 30 personnes. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, il a fait ce qu'il faisait toujours, il a présenté son enfant d'or comme un exemple. Jordan fait un cadeau approprié, il montre qu'il a grandi. Et toi? Tu arrives avec une montre bon marché et tu penses que c'est suffisant. Tu ne comprendras jamais parce que tu es un raté. Tu n'as jamais fait une seule chose pour me rendre fier, Adam. Je l'ai déjà dit, tu es une honte pour le nom Whitmore. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de courir après son approbation. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, lentement, fermement, chaque mot clair comme du cristal, je n'ai pas besoin que tu sois fier parce que je n'ai jamais voulu devenir un homme superficiel, obsédé par le statut, amer comme toi. J'ai vu la veine de sa tempe pulser, son visage a rougi, et son souffle est sorti comme un grognement. Il s'est levé brusquement, a pointé un doigt tremblant vers moi et a crié,
chaque mot comme un verdict, dégage. Ne m'appelle plus jamais papa, toi, lamentable et ingrat. Puis il a attrapé le cadeau d'anniversaire que j'avais apporté, l'a jeté à mes pieds et a dit, comme si c'était le mot de la fin, disparais de ma vue et emporte ton cadeau de merde avec toi. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis baissé, j'ai ramassé la boîte et je suis parti sans regarder en arrière. Pas une seule personne à cette fête ne s'est levée pour moi, ni Jordan, ni ma mère, personne. Immédiatement après être sorti par cette porte, je suis monté dans un taxi et j'ai dit au chauffeur de me conduire à l'aéroport le plus rapidement possible. Vers 14 heures, j'étais sur le premier vol pour Boston. Je n'ai pas pris la peine d'essayer d'obtenir un remboursement pour le billet de retour, je n'ai même pas vérifié mes bagages. Je voulais juste sortir de cette ville, comme si rester une minute de plus pouvait m'étouffer avec tout ce que je venais de vivre. Je me suis assis près de la fenêtre, les yeux fixés sur le ciel gris terne à l'extérieur, mais mon esprit était toujours dans cette pièce, là où la montre que j'avais fait faire sur mesure était jetée de côté dans sa boîte, là où mon père me regardait comme un invité indésirable qui n'avait pas sa place. Pendant près de 2 heures sur ce vol de retour vers Boston, mes pensées étaient aussi lourdes que les nuages d'orage accrochés à l'avion. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où mes parents ont favorisé Jordan. Je me suis souvenu que lorsque j'ai gagné la bourse scolaire de la ville à 15 ans, ils ont fait un signe d'approbation tiède, puis ont rapidement changé de sujet pour parler du tournoi de basketball de l'État de Jordan. Je me suis souvenu de mon 18e anniversaire, juste un gâteau de dernière minute et un fatigué, tu es grand maintenant, prends soin de toi. Pendant ce temps, le 18e anniversaire de Jordan, 2 ans plus tôt, avait été une fête complète dans la cour arrière, haut-parleurs, ballons, et toute son équipe universitaire raccompagnée par papa lui-même. Je pensais avoir laissé ces souvenirs derrière moi, je pensais avoir passé à autre chose, mais aujourd'hui, ils sont revenus tranquillement, obstinément, pièce par pièce, comme pour me rappeler qu'il est temps de mettre fin à cela une fois pour toutes. Au moment où l'avion a touché le sol à Boston, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi ou retourner à moi-même, dans mon petit appartement loué au milieu du bruyant Austin, où personne ne me jugeait en fonction du cadeau que j'apportais. Cet après-midi-là, j'ai acheté une nouvelle carte SIM, l'ancienne, remplie de tous les appels, SMS et contacts de ma soi-disant famille, je l'ai jetée dans une poubelle de rue sans hésiter. Mais la montre ou le cadeau que mon père avait jeté de côté devant tout le monde, je l'ai ramené avec moi. Je l'ai placé soigneusement sur mon bureau, juste à côté de mon ordinateur portable, où je travaillais tard chaque nuit. Non pas par regret, mais comme un rappel. Chaque fois que je me sentais fatigué, vaincu, prêt à abandonner, j'ouvrais cette petite boîte, je regardais la montre et je me disais, continue, réussis. Dans les mois qui ont suivi, j'ai travaillé comme un homme possédé aux 14 heures par jour, perdant parfois la trace de savoir s'il faisait jour ou nuit. Mon premier projet, un système de gestion de données médicales pour les petites cliniques, a été refusé 6 fois de suite, mais je ne me suis pas arrêté. Au début, je n'avais qu'un seul objectif, la vengeance. Je voulais réussir à les faire baisser la tête. Je voulais que mon père voie que je n'étais pas inférieur à Jordan. Je voulais qu'ils allument la télévision ou fassent défiler les médias sociaux un jour et voient mon nom à des endroits où ils n'auraient jamais imaginé que je serais. Mais ensuite, environ 2 ans plus tard, alors que l'entreprise commençait à générer des revenus réguliers, j'ai commencé à être invité à prendre la parole lors de petites conférences, et j'ai rencontré des gens beaucoup plus talentueux, humbles et admirables que quiconque dans ma famille ne l'avait jamais été. J'ai commencé à lâcher prise non pas par pardon, mais parce que je ne pensais plus qu'il valait le poids sur mon esprit. J'avais l'habitude de souhaiter pouvoir retourner à ce jour-là, à la fête du 50e anniversaire de mon père, à ce moment où il a dit ce qu'il a dit devant tout le monde. Si je pouvais le revivre, je me suis dit que je me serais levé, j'aurais hoché la tête poliment et je serais sorti en silence. Parce qu'en fin de compte, j'en suis arrivé à réaliser quelque chose, il y a des gens et des relations qui ne valent pas le temps qu'il faut pour faire ses preuves. Et puis, comme par une loi silencieuse mais juste de l'univers, le destin a trouvé le moyen d'équilibrer tout cela. Dieu m'a pris une famille biologique, composée d'un père, d'une mère et d'un frère aîné qui a toujours été sous les feux de la rampe. Mais quelques années plus tard, il m'a donné une autre famille en retour, quelque chose dont je n'osais jamais rêver, et pourtant cela est devenu la partie la plus précieuse de ma vie, Emma et nos 2 belles filles. J'ai rencontré Emma il y a 9 ans lors d'une conférence sur les technologies de la santé. Elle était une spécialiste de la communication appelée à aider à organiser l'événement. Il n'y a pas eu de coup de foudre, pas de moment de renversement de café qui croise le regard comme dans les films. Nous avons entamé une conversation aux 2 adultes assis l'un à côté de l'autre lors d'une séance de réseautage et à partir de là, tout a commencé. 6 mois plus tard,
nous avons décidé de nous marier. Rien d'extravagant, pas de grande production, nous savions simplement, debout l'un à côté de l'autre, que c'était la personne à côté de laquelle nous voulions nous réveiller chaque matin. Dans les années qui ont suivi, nos filles sont venues au monde d'abord Ava, puis Sophia. Notre petit appartement de 3 chambres est rapidement devenu exigu, mais il n'a jamais manqué de rire. Depuis que j'ai une famille et que je suis devenu père, j'ai compris quelque chose que j'avais l'habitude d'entendre vraiment mais que je n'avais jamais vraiment ressenti, grandir ne consiste pas à réussir, il s'agit de savoir pour qui on travaille dur. J'ai cessé de travailler pour prouver quelque chose, j'ai commencé à travailler parce que je voulais que mes filles disent, avec fierté dans les yeux, mon père travaille dans la technologie médicale. Je voulais qu'Emma n'ait jamais à s'inquiéter des factures, des frais de scolarité ou de l'assurance maladie. Et cet état d'esprit m'a guidé au cours des 12 dernières années. Aujourd'hui, à 35 ans, je dirige une entreprise d'une valeur de près de 50 millions de dollars, avec près de 150 employés, dont le siège social est à Boston, et 2 succursales techniques à Denver et Seattle. Ma société n'est pas une licorne, ce n'est pas un empire, mais c'est la preuve vivante de quelque chose en quoi j'ai choisi de croire, la résilience. Et pendant ces 12 années, je n'ai jamais revu ma famille. Je ne sais même pas quand j'ai cessé de me souvenir d'eux. Était-ce le jour où j'ai acheté cette nouvelle carte SIM et que j'ai rompu tout contact? Ou était-ce lorsqu'Emma est entrée dans ma vie et a tranquillement comblé le vide qu'ils avaient laissé derrière eux? Je ne suis pas sûr. Tout ce que je sais, c'est que cela fait très, très longtemps que leur nom ne me traverse même plus l'esprit. Ils se sont estompés comme un vieux cahier mal placé sur la mauvaise étagère, pour ne plus jamais être ouverts. Et je croyais vraiment que, pour le reste de ma vie, je ne les reverrai plus jamais. Mais ensuite, il y a 6 mois, le destin m'a ramené à Charlotte, la ville où j'ai grandi, la ville que j'ai quittée les poings serrés et les yeux rouges, à cause d'une seule phrase que je n'oublierai jamais. Seulement cette fois, je ne revenais pas pour les voir, je revenais pour signer un contrat de plus de 30 millions de dollars, en partenariat avec l'une des plus grandes fondations caritatives médicales du pays. Ensemble, nous lancions le premier système hospitalier pédiatrique innovant de Caroline du Nord. Je suis revenu dans un rôle complètement différent, et pourtant je ne m'attendais pas à ce que, précisément à l'aéroport, le destin choisisse ce moment précis pour me faire vivre une rencontre face à face ou une rencontre que je ne pensais jamais avoir à affronter à nouveau. Immédiatement après avoir récupéré mes bagages, Michael, le conseiller juridique de notre société, et moi nous nous sommes précipités vers la sortie du terminal de l'aéroport, suivant les instructions du personnel de la fondation caritative. Son directeur exécutif attendait déjà dehors dans la voiture, et son temps était limité. Je n'avais jamais fait attendre personne lorsqu'il s'agissait de quelque chose d'aussi important. Alors que nous nous déplacions rapidement, une voix appelait derrière moi une voix que je n'avais pas entendue depuis 12 ans, mais une voix que je n'avais jamais oubliée, Adam Whitmore. Je me suis figé une demi-seconde, mon cou s'est raidi comme si quelqu'un venait de me saisir par derrière. Puis je me suis retourné. Debout là se trouvait Jordan, mon frère, avec sa femme et ses 2 enfants. Derrière lui se trouvaient mes parents. On dirait qu'il venait de rentrer d'un voyage. J'ai pris une respiration calme, puis j'ai répondu platement, « Désolé, vous vous trompez de personne. » Jordan a gloussé sèchement, secouant la tête, les yeux fixés sur moi comme s'il essayait d'arracher un masque. « Non, c'est toi. » Ce visage, cette voix, il n'y a pas de doute. Je n'ai rien dit de plus, je me suis juste retourné et j'ai continué à pousser ma valise vers les portes vitrées. Mais Jordan et mes parents ont continué à suivre. J'ai remarqué que Michael sortait son téléphone et allumait calmement la caméra, comme il l'avait fait des dizaines de fois auparavant au cours de la dernière décennie chaque fois que quelqu'un essayait de créer une scène ou de causer des problèmes. Au moment où Jordan s'est rendu compte qu'il était filmé, il s'est rapproché, sa voix s'élevant, « Vraiment? Tu me filmes maintenant? Quoi, tu penses que je m'en soucie? Tu es toujours le même loser fauché qui porte un costume loué et une montre bon marché. Arrête de prétendre être une célébrité, c'est pathétique. » J'ai arrêté de marcher au moment où il a mentionné la montre. Je me suis retourné pour le regarder, calme et serein. Dis ce que tu veux, j'ai hâte. Avant que Jordan puisse répondre, mon père s'est avancé et m'a pointé du doigt. Sa voix était aiguë et délibérée, « Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas de fils comme toi. Ne reviens pas ramper pour demander pardon. » J'ai ri doucement de cela mais je n'ai pas répondu. Il a continué, plus fort maintenant, « Permets-moi de te rappeler que j'ai un fils un seul, Jordan. Je me fiche que ton costume soit chic, tu n'es toujours rien comparé à lui. Il est chef de département chez Morgan Stanley. Et toi?
Es-tu revenu ici pour t'excuser? Pour supplier une seconde chance? Si oui, oublie. Retourne-toi et pars. Cette fois, je ne l'ai pas laissé finir sans contrôle. J'ai pris la parole. Je ne suis pas là pour quémander quoi que ce soit. J'ai des affaires importantes. Je pars maintenant. Au revoir à tous. Sur ces mots, Michael et moi avons continué notre chemin. Ils ont continué à crier derrière nous, lançant des insultes. Michael a continué à filmer, si nécessaire, nous aurions tout enregistré. En atteignant la sortie du terminal, mon père a crié une fois de plus, comme pour bien faire comprendre que nous n'étions rien l'un pour l'autre. Je le dirai une dernière fois, ne revenez pas ici chercher des ennuis. Je ne vais pas vous aider. Vous avez été effacé de cette famille depuis longtemps. Il l'a dit comme un ordre final, me désignant du doigt comme pour ordonner à la sécurité de chasser un invité indésirable. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement continué à marcher tranquillement, poussant ma valise vers l'avant. 2 minutes plus tard, j'ai atteint la zone de ramassage VIP juste à l'extérieur du terminal des arrivées. 5 SUV noirs avec des plaques gouvernementales étaient alignés sous le soleil du début d'après-midi. Le drapeau de la Haven Initiative, l'emblème de l'un des organismes de bienfaisance pour les soins de santé pédiatriques les plus importants au niveau de l'État, était clairement affiché sur les vitres arrière. Je l'ai reconnu instantanément, et j'ai également reconnu l'homme qui se tenait au centre de tout cela, Monsieur Brian Ashford, le PDG de la Fondation, l'une des voix les plus respectées dans le monde de l'investissement à impact social. Il se tenait là, les mains croisées derrière le dos, parlant avec un coordinateur tout en gardant un œil sur les portes du terminal. Dès qu'il m'a aperçu, il s'est avancé avec un large sourire, me tendant la main. Adam, ravi de vous revoir. Nous attendions. Juste à ce moment-là, le jeune membre du personnel qui l'avait chargé de venir chercher Michael et moi s'est penché et lui a chuchoté quelque chose rapidement à l'oreille, probablement un résumé de la rencontre désagréable dont je venais de m'éloigner. Brian s'est immédiatement tourné vers moi, son ton plus bas mais ferme. Si vous voulez, je peux demander à quelqu'un de s'occuper de ça ici et maintenant. J'ai secoué la tête et j'ai répondu chaleureusement, reconnaissant mes clairs. Pas besoin, monsieur Ashford. Merci. Nous avons des choses plus importantes sur lesquelles nous concentrer. Il a hoché la tête, posant une main rassurante sur mon épaule, un geste à la fois respectueux et encourageant. Je suis monté dans la voiture, Michael m'a suivi. Brian est monté dans le SUV de tête avec son équipe tandis que notre convoi quittait l'aéroport. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, ils étaient toujours là. Jordan, mes parents et le reste de leur famille figés sur place, le visage raide, pris quelque part entre le choc et l'incrédulité face à ce qu'ils venaient de voir. Une vingtaine de minutes plus tard, notre cortège est arrivé sur le lieu de l'événement. Nous avions 10 minutes d'avance, mais à l'extérieur de la scène, l'ambiance bourdonnait déjà comme un événement d'État à grande échelle. Des centaines de journalistes, de caméramens, de représentants de la presse et de grands médias s'étaient rassemblés. L'arche d'accueil était simple mais élégante, affichant clairement la bannière « Cérémonie de signature et inauguration, un projet d'hôpital pour enfants intelligents en Fondation Haven et Metanova Corporation ». Je suis sorti du SUV et j'ai ajusté ma cravate. Michael m'a remis le dernier dossier avant que nous nous dirigions vers la scène. Je n'étais pas nerveux, non pas parce que j'avais l'habitude de ce genre d'événement, mais parce que j'avais passé les 12 dernières années à préparer ce moment précis. Après de brefs discours de représentants de l'État et de M. Ashford, j'ai été invité sur scène pour signer les documents officiels. Un stylo argenté avait déjà été placé sur la table en verre. Les flashs des appareils photo ont crépité sans arrêt. Une fois la signature terminée, j'ai serré la main de chacun des partenaires, puis j'ai rejoint le groupe pour la cérémonie de coupe du ruban, un ruban bleu élégant noué entre 2 poteaux en acier poli devant les fondations du chantier. Tout s'est déroulé sans problème, à l'heure, sans interruption, sans surprise cet après-midi-là. Alors que j'étais assis à une réunion privée pour discuter du plan de déploiement du premier mois, la couverture médiatique a commencé à affluer. Des titres de tous les angles, un hôpital pour enfants intelligents de 30 millions de dollars ouvre ses portes à Charlotte, un bond en avant pour la technologie des soins de santé communautaire, le jeune PDG de Metanova, Adam Whitmore, déclare « Ce n'est pas de la charité, nous investissons dans l'avenir des enfants américains ». Je n'avais même pas besoin de vérifier mon téléphone pour connaître la vérité, Jordan, mes parents et toute la volée de parents semblables à des vautours avaient vu les nouvelles, et ils savaient maintenant sans aucun doute que j'étais de retour. Quelques jours plus tard, un mercredi matin,
j'étais dans mon bureau de Boston, en train d'examiner attentivement une pile de rapports de déploiement de la phase 1. J'étais très concentré, chaque ligne de données importait. C'est alors que mon assistante, Allison, a frappé à la porte. « Entrez », ai-je dit, les yeux toujours rivés sur l'écran. Elle est entrée, un peu pâle. Quelque chose n'allait clairement pas. « Qu'est-ce qu'il y a » ai-je demandé, sans lever les yeux. Sa voix était basse, tendue. « Il y a un attroupement dans le hall. Certaines personnes exigent de vous voir. Elles disent que ce sont vos parents. » J'ai levé les yeux, inclinant légèrement la tête. « Mes parents ?» Elle a hoché la tête, puis a levé une tablette déjà connectée au système de sécurité du bâtiment. Instantanément, la diffusion en direct du hall est apparue sur le grand écran de mon bureau. Les voilà. Mon père criait sur la réceptionniste, pointant du doigt de manière agressive vers le groupe d'ascenseurs. Ma mère se tenait derrière lui, le visage rouge, soit de rage, soit d'embarras. Jordan était là aussi, enregistrant toute la scène avec son téléphone, parlant fort par-dessus le tumulte. « Nous sommes une famille. Notre jeune frère est le PDG ici. Vous n'avez pas le droit de nous bloquer. » La réceptionniste était figée comme une statue. L'équipe de sécurité avait l'air mal à l'aise, ne sachant pas s'il fallait intervenir, craignant de faire une erreur si ces personnes étaient vraiment ma famille. J'ai regardé les images pendant quelques secondes de plus, puis je me suis tourné vers Allison. Ma voix était calme, même. « Mettez-les dehors et faites venir Michael au téléphone pour moi. » Elle n'a pas demandé de précision. J'ai simplement fait un léger signe de tête et j'ai répondu « Oui, je vais m'en occuper. » Une minute plus tard, j'ai regardé sur l'écran le chef de la sécurité sortir de l'ascenseur privé avec 3 autres agents, et exactement 2 minutes après, ils ont tous été escortés jusqu'aux portes d'entrée de ma société. Après 12 ans sans contact, je pensais honnêtement que, peu importe à quel point ils pouvaient encore me ressentir, au pire, ce ne serait que des paroles, des disputes animées, peut-être c'est tout. Mais je me trompais, terriblement. Ils ne sont pas venus juste pour parler, ils sont venus pour détruire. Ils ont vu qui j'étais maintenant, et leur réaction n'était pas la surprise ou le regret, c'était une attaque. Ce soir-là, après avoir terminé une longue journée de travail, je rentrais chez moi en voiture, déjà en train de penser à lire avec Ava et à la façon dont Sophia me supplierait probablement de revoir la routine de danse qu'elle avait pratiquée ce matin-là, lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de Michael s'est allumé sur l'écran. J'ai décroché. Sa voix n'était pas calme comme d'habitude. « Ça vient de prendre de l'ampleur, Adam. » Avant que je puisse poser des questions, il a continué, rapide. « Urgent. Important. Il y a une trentaine de minutes, votre famille a mis une vidéo en ligne. Ils disent que vous les avez abandonnés, que vous êtes devenus riches et que vous avez tourné le dos à vos racines. Ils ont coupé et édité les images de l'incident de sécurité plus tôt, il semble maintenant que vous soyez un fils ingrat et froid qui a fait expulser ses parents. » J'ai serré le volant. Michael ne m'a pas laissé parler, il a continué. Les médias s'en emparent. Certaines pages importantes ont déjà été republiées. Twitter explose, des dizaines de hashtags avec votre nom. L'action a déjà baissé de 2%. Je me suis figé là, dans le garage, les phares toujours allumés, la voiture n'avait même pas été éteinte. Puis la porte s'est ouverte, Ava et Sophia sont sortis en courant, des rires bouillonnants de leur voix. Papa est de retour. Leurs petits bras se sont enroulés autour de moi. Avant que je puisse bouger, je me suis mis à genoux, les serrant fort. Tout mon corps était tendu, mais mes bras les ont tirés instinctivement, comme pour respirer. 10 secondes plus tard, j'ai inspiré profondément et j'ai levé les yeux. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux disaient tout. Je suis entré rapidement et j'ai embrassé son front. Il y a un problème au travail, un gros problème. Je dois y aller. Peux-tu t'occuper des filles ce soir ? Elle a hoché la tête, sans question, sans hésitation, seulement 2 mots, fais attention. Je me suis retourné vers l'appel, Michael était toujours là. Je serai au bureau dans 30 minutes. Rassembler l'équipe de communication de crise. Amener les relations publiques. Nous organisons une conférence de presse devant le bâtiment. Je suis ressorti, le blazer flottant, les boutons défaits, l'esprit fixé sur une seule chose, ils m'avaient autrefois tiré vers le bas, cette fois, je vais les entraîner sous l'eau avec la vérité qu'ils ont tant essayé d'enfouir. Précisément 30 minutes plus tard, je suis sorti de la voiture devant le siège de notre société.
Un petit groupe de journalistes s'était déjà rassemblé, les caméras levées, les objectifs braqués sur moi comme s'ils attendaient de capturer chaque souffle que je prenais. Michael avait clairement passé l'appel, il avait toujours une longueur d'avance, sachant toujours exactement de quoi j'aurais besoin et exactement quand j'en aurais besoin. Personne ne comprenait mieux le rythme d'une crise que lui. Dès que j'ai mis les pieds sur la propriété de la société, les cris ont commencé. Avez-vous quelque chose à dire sur la vidéo qui devient virale? Est-il vrai que vous avez rompu les liens avec vos parents pendant 12 ans? Comment répondez-vous à l'accusation d'ingratitude et de cruauté? Je n'ai répondu à aucun d'eux, j'ai simplement donné une seule et ferme réponse. Vous aurez vos réponses dans 30 minutes. Puis j'ai marché rapidement dans le bâtiment et directement vers l'ascenseur. Dans la salle de conférence à l'étage, tous ceux dont j'avais besoin étaient déjà en place, responsables des relations publiques, directeurs juridiques, équipe de communication interne, conseillers en images. Michael se tenait à côté du grand écran, les LED s'allumant doucement, attendant. Il a hoché la tête à mon entrée. Nous avons 2 clips clés, d'abord, les images de l'aéroport sont claires, images complètes, non coupées, deuxièmement, les images du hall de ce matin provenant de notre système de sécurité contexte complet, rien n'est coupé. J'ai fait un léger signe de tête, les yeux fixés sur l'écran. Tout était prêt, et plus tôt nous nous mettions en mouvement, mieux c'était. Ça suffit, ai-je dit. Allons-y. Je me suis retourné et j'ai quitté la salle, mais avant de monter dans l'ascenseur, j'ai fait un petit détour vers mon bureau privé. Il était aussi bien rangé que d'habitude, mais il y avait une chose rangée dans le tiroir derrière mon bureau que je n'avais jamais laissé personne toucher. J'ai ouvert la boîte, la vieille montre reposait là en silence. Le bracelet en cuir s'était légèrement décoloré avec le temps, mais la gravure au dos était toujours précise, son nom et ses 50 ans. Je l'ai ramassé, je ne la portais pas, je l'ai simplement tenue fermement dans ma paume. 10 minutes plus tard, je suis entré dans le hall des invités de la société, maintenant vidé en quelques minutes et transformé en espace pour une conférence de presse d'urgence. Je me suis dirigé directement vers le pupitre, à côté de moi, Michael se tenait prêt avec la télécommande du grand écran derrière nous. Pas d'introduction, pas de déclaration longue. Veuillez regarder ces 2 vidéos. Le premier clip a été diffusé des images de l'aéroport il y a quelques jours, juste après que je sois sorti du terminal et que j'ai été pris d'assaut par ma famille. L'audio était cristallin, leur visage était reconnaissable. Des mots comme « Je n'ai pas de fils comme toi. Tu étais une erreur. Et ne reviens pas ramper vers moi » ont résonné dans la salle désormais silencieuse comme des lames acérées coupant le verre. La deuxième vidéo a suivi des images complètes du hall de notre société ce matin, horodatées, non coupées et leurs voix élevées, le ton agressif, la tentative flagrante de faire pression sur la réception en utilisant le titre « Parents », et enfin l'escorte après avoir causé une perturbation publique. Lorsque l'écran s'est éteint, personne n'a dit un mot au début. Quelques journalistes ont baissé les yeux, griffonnant furieusement dans des carnets, d'autres ont expiré fort, comme s'ils venaient d'assister à un accident moral. Je me suis tenu debout, puis, de la poche intérieure de mon blazer, j'ai sorti quelque chose de petit à la montre. Je l'ai levé au niveau des yeux pour que tout le monde puisse la voir. Ma voix s'est abaissée, mais chaque mot était ferme et clair. C'est la montre que j'ai offerte à mon père il y a 12 ans. Au dos, elle est gravée de son nom et de ses 50 ans. Il l'a jetée parce qu'elle ne valait pas autant que le jeu de pêche à $1000 que mon frère lui avait offert. J'ai fait une pause, j'ai scanné la salle, puis j'ai souri légèrement et doucement. N'hésitez pas à en prendre des photos. Ne l'endommagez pas. Je l'ai gardée toutes ces années, non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle me rappelle que parfois, même les plus petits cadeaux peuvent tout dire. Un léger tonnerre d'applaudissements a commencé dans un coin, puis il a grandi et a enflé et a rempli la salle non pas parce que je venais de prononcer un discours puissant, mais parce que la vérité, lorsqu'elle est dite simplement, a sa propre voix. 1 heure plus tard, le courant sur les médias sociaux avait complètement changé. Les organes de presse ont commencé à mettre à jour leurs titres en bloc, l'histoire complète révélée, jeune PDG faussement accusé d'ingratitude, la vérité suscite l'indignation publique, l'action Metanova non seulement récupère, mais augmente de 5% après la conférence de presse en direct. J'ai regardé l'écran de mon téléphone pendant une longue seconde, puis je l'ai doucement fermé. À ce moment-là, j'ai silencieusement remercié Dieu de m'avoir entouré des bonnes personnes, car sans elles, après une tempête comme celle-ci, ma société aurait été terminée, ruinée. Mais ce n'était pas le cas, nous étions toujours debout, et plus forts que jamais. Je suis rentré à la maison juste avant 23 heures.
La lumière du porche était toujours allumée. Ava et Sofia étaient allées se coucher tôt, mais Emma était toujours éveillée. Au moment où je suis sorti de la voiture, elle s'est précipitée dans mes bras comme si elle avait peur que je disparaisse dans la nuit. Emma était toujours comme ça, jamais bruyante, jamais ayant besoin de beaucoup de mots, mais toujours là, exactement quand j'en avais le plus besoin. Je les serrais fort, non pas parce que j'étais épuisé, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Le lendemain, j'ai décidé de travailler à domicile. Après le petit déjeuner, j'ai préparé du café pour nous deux, puis je me suis installé dans mon coin habituel du salon avec mon ordinateur portable. À 9 heures précises, Michael est arrivé à la maison, portant le premier projet de procès. Nous nous sommes assis ensemble, passant en revue chaque détail et préparant les documents pour notre prochaine étape, les poursuivre pour diffamation et dommages graves à la réputation personnelle. Alors que nous terminions la discussion, la sonnette a sonné. Emma est allée répondre, et quelques secondes plus tard, elle a crié « Adam, ce sont eux ». Je suis sorti. Sur mon pas de porte se trouvaient mon père, ma mère et Jordan. Leur visage était tendu, crispé. Je n'avais aucune idée de comment ils avaient trouvé mon adresse, mais ils l'avaient fait. Mon père m'a regardé, pas de cri, pas de fierté dans sa voix. « Laissez-nous entrer. Nous devons parler. » Je me suis redressé, je n'ai pas bougé. « Non », ai-je dit sans hésitation. Jordan s'est rapidement avancé, comme s'il craignait que je ne ferme la porte. « Nous savons que nous avons fait une erreur. S'il vous plaît, ne nous poursuivez pas. » J'ai croisé les bras, scrutant les trois visages devant moi. J'avais l'impression d'être devant les trois mêmes personnes qui m'avaient mis dehors de leur maison il y a 12 ans, essayant maintenant de se frayer un chemin dans ma vie comme si de rien n'était. Ma voix était ferme, calme, posée. « Non. Je vous poursuis. Vous feriez mieux de commencer à chercher un agent immobilier parce que vous allez devoir vendre cette maison pour payer ce qui arrive. » Ma mère a commencé à pleurer, Jordan a commencé à supplier, mon père est resté là, silencieux, plus fier, juste vide. Emma est venue à mes côtés et m'a doucement pris la main. « Peut-être leur donner un moyen de s'en sortir », a-t-elle chuchoté. Je me suis tourné vers elle, ses yeux ne suppliaient pas, juste tristes, profondément tristes. Michael a hoché la tête après une pause. « Si vous allez de l'avant avec le procès, les médias vont s'enflammer à nouveau. Certains vous soutiendront, mais d'autres pourraient dire que vous êtes froid. » Après un moment de silence, je suis sorti et je les ai regardés directement. « Je ne vous poursuivrai pas, » ai-je dit, « mais je dépose un rapport de police. Il y aura une ordonnance restrictive. À partir de ce moment, vous ne devez plus jamais vous approcher de moi ou de ma famille. » Ils ont hoché la tête, à peine respirant. Jordan a regardé le sol, ma mère a continué à sangloter. Ils se sont retournés pour partir, et c'est alors que j'ai entendu la petite voix claire derrière moi. « Papa. » Je me suis retourné. Sofia était debout sur les marches du porche, serrant son ours en peluche et se frottant les yeux endormis. Ils se sont retournés aussi, mes parents se sont figés, comme s'ils venaient d'être frappés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Ma mère a sursauté, tendant la main instinctivement. C'est notre petite fille. Nous sommes ses grands-parents. Je me suis immédiatement placé devant Sofia, bloquant leur vue. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Partez. J'ai expiré, puis j'ai dit les derniers mots qu'ils entendront jamais de moi. Ses grands-parents sont morts. Personne n'a parlé après ça. La porte derrière moi s'est refermée, et cette fois, je savais que j'avais enfin fermé le passé pour de bon, et que personne ne serait jamais autorisé à frapper à nouveau. 2 mois plus tard, pour l'anniversaire de mon père, j'ai fait renvoyer la vieille montre chez lui par livraison express, la même montre que je lui avais offerte autrefois avec toute la sincérité que j'avais, la même montre qu'il avait autrefois jetée sans hésitation. Je ne voulais plus garder quoi que ce soit qui me liait à eux. Je l'avais gardée pendant 12 ans comme un rappel, comme un symbole de la douleur, comme une encre à toutes les questions qui n'ont jamais été résolues. Mais maintenant, je pense qu'il est temps pour lui de la garder, qu'elle soit un rappel pour le reste de sa vie qu'il a autrefois eu un fils dont il aurait dû être fier. Parfois, lâcher prise ne signifie pas que vous êtes faible, parfois, cela signifie que vous êtes enfin assez fort pour cesser de vous accrocher. Et avant de clore ce récit, je veux vous demander, à vous qui êtes resté avec moi jusqu'à la fin, si vous étiez moi, auriez-vous renvoyé cette montre? Auriez-vous été disposé à laisser partir un morceau de votre passé, même un morceau qui a fait si mal qu'il rendait la respiration difficile? Ou l'auriez-vous gardé comme un rappel,
comme une cicatrice qui doit rester pour que vous n'oubliez jamais? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager pour soutenir ce que nous construisons ici. Merci de votre écoute. À bientôt dans l'histoire suivante.